Bonsoir, je viens vous faire un retour d'expérience sur Amazon. Ça fait 3 ans que l'option VIP existe et ça fait 3 ans que je l'utilise. Personnellement, moi je connais que depuis 1 an, enfin 13 mois exactement, jour pour jour. Je suis arrivé à Réputation donc, VIP le 19 janvier 2015. Donc après 3 ans dans le moteur de recherche et 5 ans dans le monde bancaire, avec certains cette salle, Christophe par exemple, j'en ai eu un peu marre du vieux monde, donc je suis allé dans l'e-réputation, où justement c'est une nouvelle techno dans le cloud Amazon, donc je suis plutôt content. Et donc voilà. Donc réputation VIP rapidement. Réputation VIP, donc c'est une agence d'e-réputation. L'objectif c'est que, on est parti d'un principe, c'est les personnes qui doivent se présenter et non pas les autres qui doivent décider. Par exemple, Google décide de ce que vous mettez, décide à votre place de ce qui apparaît sur votre première page Google, c'est pas vous. Ça nous pose problème, clairement. Quand on arrive dans la rue, on ne dit pas je me suis fait virer il y a 3 mois. Non, on dit je m'appelle Adrien, je m'appelle voilà. Et donc on a décidé qu'on pouvait trouver une solution pour ça. Donc on a une solution qui s'appelle la forteresse digitale. Et ça nous permet de placer les résultats qu'on souhaite sur la première page Google, voire même la deuxième selon les besoins d'un client. Donc il faut savoir que l'option VIP c'est entre 40 et 43 personnes, dont 20 en R&D. Donc c'est une grosse partie de la startup. 14 000 utilisateurs inscrits sur le site. Il y a 1 an, on était à 5 000, donc grosse explosion. Un site important qui nous a fait bien connaître à l'étranger, Forget.me, c'est le formulaire de droit d'oubli en simplifié. Automatiquement, il y a votre page Google qui apparaît, votre page Bing. Vous dites ce lien-là, je ne veux pas le voir dans Google parce que c'est ma vie privée, ça ne me regarde pas. Vous dites à Google avec des textes de loi préfets, retire-le-moi, et sous 48 heures, 3 semaines, vous avez une réponse, le lien disparaît. Ça marche pour les particuliers malheureusement, pas pour les entreprises, d'où le service de forteresse digitale. Et on passe par Bertrand Girin, le CEO de Réputation VIP. Donc moi je suis arrivé le 19 janvier. Je vais un peu vite. Voilà. Donc on va faire une rétrospective sur le mois de l'année 2015. J'étais pas là avant, donc je sais pas trop ce qu'ils ont fait sur AWS. Moi je connaissais pas AWS en janvier 2015. J'arrive le 19 janvier, 9h du matin. Je dis bonjour à tout le monde, 9h15, je suis là-dessus. C'est véridique. Je suis là-dessus, il y a mon CTO qui me dit voilà, ça c'est Amazon. Il me dit un seul truc, il me dit là-haut, EC2, c'est des serveurs. Le reste, tu verras, tu auras le temps de te former, etc. On va te laisser 1 à 2 semaines pour te former, pas de problème, nickel. Je dis bon bah, pas de soucis, j'adore apprendre des choses, je suis là pour ça. Les nouvelles technos, ça m'intéresse. Sauf qu'en fait, le lendemain, grosse réunion, nouvelle version de la forteresse. Qu'on doit mettre en place sous 1-2 mois, on avait une deadline, etc. Donc, t'as pas le temps de te former, on fera ça sur le tas, etc. Bon, un peu chaud quand on voit tout ça, parce qu'ils en font les choses à Amazon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dès le lendemain, je regarde un petit peu l'état de la plateforme. Qu'est-ce qu'on avait? On avait la chose suivante, s'il te plaît. Merci. Ça paraît peut-être pas à tout le monde, mais en gros, on n'avait pas grand-chose. Sur Amazon actuellement, on avait 19 EC2, il y a donc 1 an. Pas d'RDS. C'est-à-dire que les MySQL qu'on utilisait ou les Postgres étaient sur des OC2 installés à la main, gérés à la main. Pas de VPC, donc il n'y avait rien en privé, donc tout communiqué par des IP publics. Donc on essayait de... Enfin, il faut imaginer le truc, il faut imaginer que ça veut dire que le MySQL écoutait sur des IP publics et que le front tapait sur les IP publics. C'était pas du tout scalable, forcément. Pas de résilience, c'est-à-dire qu'à moins de panne, c'était foutu. On avait du downtime. Et un truc hallucinant, il n'y avait pas de compte IAM. Ça veut dire qu'en fait tout le monde se connectait avec le route à compte, on pouvait tout faire. C'est la scène. On est une start-up après, on est une start-up, on s'en fout. Pas de problème. Donc voilà, clairement on avait des petits soucis déjà de démon d'écoute sur le public, c'est pas top. Quand on n'est pas dans un VPC, il faut savoir qu'une instance EC2 ne peut prendre qu'un seul security group, ce sont des règles de sécurité type pare-feu, on va dire, avec des flux HTTP, TCP, UDP. Qu'on peut configurer. Donc on peut en mettre qu'un seul, donc ça nous faisait des gros security groups imbitables, vous ne savez plus qui avait accès à quoi, pourquoi. Les temps de réponse vont passer par des IP publics, donc quand on avait dans la zone de disponibilité A le front-end, mais dans le MySQL c'était la B, bah il y a un petit temps quand même pour faire des requêtes, donc c'était pas top, et surtout c'est payant, parce que vu qu'on sort par internet, alors il y a des fois c'est pas payant, des fois c'est payant, mais bon là c'était payant. Donc forcément, c'est côté bon. Après, moi j'y connaissais rien, ça se trouve c'est normal, il n'y a pas de problème, on est comme ça, bon bah on va continuer. Hein. Donc on fait la forteresse, V3, nos amis les développeurs, les 8-10 développeurs sont à fond dessus et tout, nickel. Moi je commence à mettre des nouveaux serveurs, il fallait du NoSQL, on fait du Mongo, vous ne connaissez pas Diabo, on ne s'est pas posé la question plus que ça, il fallait du serveur, donc je fais tout ça, et il arrivait quelque chose, c'est que au mois de mars, bah oups,
on a un petit problème. Utilisation des instances les plus puissantes. On avait des instances de 32 processeurs, donc en fait vous avez la scalabilité verticale. C'est pratique, c'est exactement ce que AWS ne veut pas qu'on fasse. Clairement, on avait donc une scalabilité verticale, on avait des instances à 64 processeurs, je crois que c'est la plus grosse. On avait une instance à 222 Go de RAM. Voilà, parce qu'en fait, on ne pouvait pas faire autrement, il n'y avait pas du tout de scalabilité comme ça, on ne pouvait rien faire. Donc je ne vous raconte pas la feature AWS, enfin je vous raconte pas, je vais vous raconter après, c'est assez marrant. Les CFO étaient contents. Donc là on s'est dit, il y a un souci quand même, enfin, moi et mon CTO, on s'est dit, il y a un problème. On va lire la doc. Déjà quand on fait des heures, voilà, donc au mois de mars, clairement j'ai dit, il y a un problème, il faut qu'on se forme, etc. On ne fait pas les choses correctement, c'est pas possible. Si AWS c'est l'avenir, c'est qu'il y a un problème. Donc, on a fait des webinaires, clairement, enfin moi j'ai suivi beaucoup de webinaires, j'étais à 5-6 par semaine, voire même plus. Je suis allé, c'est ce qui a changé ma vie. Ce que disait tout à l'heure Julien, très intéressant, les AWS Summit, AWS Startup Day, AWS Entreprise Day, tous les trucs AWS, franchement c'est super bien. Vous y allez, il y a des mecs sur place, ils répondent à vos questions directes. Ils sont pas, enfin, vous avez votre PC en table, toute la console, ils disent ah non, c'est bien faire ça, mais il faut mieux faire comme ça. Ah, pas de problème. C'est gratuit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de chichi. Enfin, voilà, c'est vraiment super bien, il y a une super bonne ambiance, il y a des confs techniques, etc. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Et donc justement, première conf de cette Startup Day, il y a celle-là, c'est le Senior Solution Architect en France, je ne me rappelle plus son nom. Stéphane. Ouais, exactement. Stéphane Aligne. Et en fait, il a fait cette petite presse qui a duré 1 heure, 10 tips for scaling your startup, voilà. Et en fait, il donne plein de petits conseils, et les gens, en fait, vont dire, nous on a un problème. C'est pas du tout ça, c'est l'inverse. Donc, très intéressant. Et je vous invite à la regarder, je vous aurai les slides, bien entendu, après sur Meetup, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment très intéressant, il y a plein de petits conseils très basiques. Donc suite à ça, on dit faut tout refaire, on refait tout. Donc on a mis des choses en place. Déjà on a mis un VPC. On a estimé nos besoins, on s'est dit tiens, on a des environnements de dev, de pré-prod, de prod, qu'est-ce qu'on fait, des VPC séparés ou pas? Bon, on a pris la décision, enfin surtout moi, de faire 20 sous-réseaux, et en fait on bloque les réseaux avec des ACM. Plutôt que d'avoir des VPC complètement étanches, on a un seul VPC et c'est avec les tables de routage qu'on bloque, etc. Et surtout, on s'est retrouvé avec beaucoup plus de security group, parce qu'on pouvait tout gérer plus facilement. Vu que dans un VPC, on peut mettre plusieurs security group à une instance. Bien plus pratique. On a aussi étudié un truc qui paraissait peut-être hallucinant, mais les OCD ont une typologie. Il y en a qui sont adaptés pour certains besoins, d'autres pour d'autres. Donc en fait voilà, R3 c'est des mémoires optimisées, C3, C4 c'est tout ce qui est des CPU costauds, etc. Donc on a réorienté nos bases de données, nos codes, etc. Nos outils code sur les bases de données, sur des OCD adaptés, qui fait qu'on avait moins besoin de puissance, vu que c'est des OCD adaptés. On utilise les services Amazon. Il y a une règle qu'Amazon dit souvent, c'est faites ce que vous savez faire, laissez-nous faire ce qu'on sait faire. Voilà. Donc ils savent très bien faire des bases de données managées. Ça très bien faire des serveurs de cache, du routage NS, etc. Donc on leur laisse le travail, moi j'ai d'autres choses à foutre. Donc clairement c'est RDS, enfin, je veux dire c'est un truc gigantesque quoi. C'est un truc, tu cliques, hop, il te restaure à hier. On a du ROI, il le restaure à 13 minutes. On choisit 13 minutes avant, tu restaures. Pas de problème. C'est du clic. Et donc voilà, tout ça, ça a un coût, certes, mais en termes de temps, argent, clairement on est gagnant. Et après pareil, ça c'est la base on va dire. De toute façon c'est pas compliqué ce qui s'est passé ici, j'ai appelé le support la première fois, ils m'ont dit vous n'avez pas de compte IAM, on ne peut pas vous aider quoi. Il faut pas déconner, mais au moment il y a des problèmes. Donc mettez en place des comptes IAM, mettez en place des rôles, etc. et rappelez-nous. Donc on a tout fait ce qu'il fallait, voilà, ils ont fait avec nous, ils sont sympas les mecs, il faut pas déconner. Donc ils ont tout fait avec nous, maintenant on a, chaque personne a son propre compte, a sa propre access key, secret key, etc., etc. Il y a une gestion de droits, il y a des rôles, enfin c'est beaucoup plus propre. Et donc là, déjà au mois de mars, on avait un truc propre, on a descendu de plus en plus d'instances, c'était scalable, un peu plus scalable en tout cas, et c'est un peu plus intelligent, on va dire. Et le prix? Ah, le prix, on y arrive justement. Alors le problème, c'était le prix. En juin, on s'est rendu compte que, forcément, le prix quoi. Voilà, on est arrivé au mois de 15 instances EC2, 3500 $. Au mois de mars, c'est par mois, hein, donc au mois de mars, on était, vu qu'on a pris des instances super chères, on n'avait pas forcément plus d'instances, mais elles étaient juste beaucoup plus puissantes, donc on était à 6500 $, et on arrive au mois de juin, le jackpot,
15 000 $, nickel. Là, Amazon nous appelle direct au Bercy, pas de problème, tout va bien. Donc là, on s'est encore dit, bon, bah, comme d'hab, hein, on a encore fait les cons sur un truc, faut se le dire. Donc, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, déjà, la chance, c'est qu'au mois de juin, il y avait la Blaise Summit.